fin de chaque diaporama, à la fin de chaque présentation, vous avez le cours à recopier. Et donc, le TP2 permettait de recopier le cours, le grand 2, les enzymes des biocatalyseurs. Et en fait, c'est aussi le contenu du TP3 qui permet eh bien, de remplir tout ce cours-là. Donc, ce cours, vous le recopiez, vous l'apprenez dans la partie cours. On avait terminé la semaine dernière sur la notion de biocatalyseur. Catalyseur, c'est favoriser une réaction. L'accélérer, et bio parce que c'est fabriqué par des systèmes vivants. Et donc, ça fonctionne dans des conditions compatibles avec la vie, température, pH notamment. Et donc, un biocatalyseur, c'est nécessairement une protéine. Et on parle d'enzyme. L'enzyme est la protéine qui catalyse une réaction chimique dans un système vivant. Voilà pour la définition de biocatalyseur. Et donc, température et pH compatibles avec la vie. Globalement, la plupart des enzymes fonctionnent, ont des températures optimales autour de 37 degrés Celsius, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et un fonctionnement optimal autour de 7 en termes de pH, mais ça peut être acide si c'est une enzyme qui est sécrétée, par exemple, au niveau de l'estomac, où le pH est beaucoup plus acide. Donc, vous avez recopié ce cours-là. On en avait terminé la semaine dernière sur ce graphique concentration en produit. En fonction du temps, il est rogné, là, c'est difficile à lire. Vous constatez que sans enzyme, la réaction est très, très lente, voire même parfois quasiment impossible. C'est la notion d'énergie d'activation. Une enzyme, elle va favoriser la réalisation d'une réaction et même l'accélérer. Vous voyez ici une pente. La concentration en produit en fonction du temps, autrement dit, c'est une vitesse puisque c'est la dérivée par rapport au temps, vous l'avez vu en physique, X point. Eh bien, ici, vous avez une vitesse d'apparition des produits avec une pente. Vous pouvez calculer la vitesse en mesurant la pente. Eh bien, cette vitesse, elle est augmentée grâce à l'enzyme qui intervient dans la réaction mais qui n'est pas visible dans l'équation bilan. Elle est intacte à la fin de la réaction, donc elle est réutilisable pour une nouvelle réaction. Donc, c'est un phénomène aussi d'accélération du processus. Et donc, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une enzyme, elle va avoir un pH optimum et une température optimum. Alors là, vous avez une courbe en cloche. Pour l'enzyme, une enzyme X, je constate que son activité enzymatique, elle est maximale pour un pH 8. C'est vrai pour une enzyme X, c'est pas forcément vrai pour une enzyme Y, c'est ce qu'on voit là tout de suite. Et quant à la température, cette enzyme X a une température optimale de 40 degrés Celsius. Ça pourrait être plus faible ou plus élevé en fonction des enzymes qu'on étudie. Donc ça, c'était les rappels de la semaine dernière. Je vais ouvrir maintenant le TP d'aujourd'hui. Donc, on aborde là le TP3. Tac. Je suis désolée pour le fond qui est très laid. Je l'avais enlevé et là, visiblement, j'ai oublié de le modifier. Donc, bon. J'espère que ça ne vous gêne pas trop quand même pour la lecture du document. Optimum et spécificité d'activité enzymatique. Donc, les optima qu'on va étudier, il s'agit du pH et de la température. Ce sont des conditions de réalisation des activités enzymatiques et on va voir qu'il y a un pH optimal et une température optimale propre à chaque enzyme. Spécificité d'activité, une enzyme, elle a une spécificité d'action et une spécificité de substrat. On a vu la semaine dernière la spécificité de substrat. Je vous rappelle que l'amylase n'agit que sur l'amidon, n'hydrolyse que l'amidon au niveau des liaisons alpha 1,4. Si vous mettez du glycogène avec de l'amylase, vous n'avez pas hydrolyse du glycogène. Donc, ça prouve la spécificité de substrat. Je vous rappelle que le glycogène, si vous voulez l'hydrolyser, vous passez par un ensemble de réactions chimiques qui fait intervenir notamment la glycogène phosphorylase hors programme. Alors, les mots clés aujourd'hui, enzyme, ça devrait aller. Catalyse, accélération d'une réaction chimique. Pepsine, ça c'est le nom d'une enzyme. Alors c'est un peu piège. Jusqu'à présent, je vous ai dit qu'une enzyme, ça finissait en ase, comme l'amylase par exemple, la glycogène phosphorylase. Eh bien, certaines enzymes ne se terminent pas en ase, c'est le cas de la pepsine. Substrat, c'est la molécule qui va entrer qui va être en contact avec le site actif de l'enzyme sur lequel l'enzyme va agir.
Optimum, eh bien, c'est la valeur la meilleure à laquelle fonctionne une enzyme. Alors, on peut avoir des optima de pH, des optima de température. Protéines, eh bien, protéines, c'est la famille des molécules du vivant à laquelle appartiennent les enzymes. Et acides aminés, je vous rappelle qu'une protéine, c'est une séquence ordonnée d'acides aminés. C'est plein d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Alors, le problème qu'il fallait résoudre aujourd'hui, je vous ai fait une capture d'écran de cette pseudo-ECE. Mise en situation et recherche à mener, qu'est-ce qu'on vous dit? On trouve dans l'estomac une enzyme, la pepsine. Donc là, prenez bien le temps de lire le sujet. Hein. La pepsine, c'est le nom de l'enzyme. Et là, ça ne se termine pas en ase, qui participe à la digestion des protéines en acides aminés. Donc ça fait partie de votre culture générale, de vos connaissances préalables. Les protéines, je vais l'écrire, une protéine. Protéine, c'est un polymère d'acides aminés finalement. Protéine égale polymère, si j'ose dire, d'acides aminés. D'accord? C'est plusieurs acides aminés liés entre eux. Ça fait bizarre de dire polymère parce que ça sous-entend que j'ai plusieurs fois un monomère, mais là, le monomère, je vous rappelle qu'il y a 20 acides aminés naturels, donc une protéine, c'est plein d'acides aminés assemblés. Je peux avoir une redondance de certains, mais c'est pas un seul acide aminé plein de fois. On cherche, je reprends le pointeur, on cherche à vérifier que la pepsine est active dans des conditions particulières de l'estomac et qu'elle catalyse spécifiquement la digestion des protéines. Alors, cette ECE, elle est un petit peu bancale parce qu'en fait, il y a deux problématiques à repérer. Il y a d'une part les conditions et d'autre part la spécificité. Donc, j'espère que c'est compris pour tout le monde. Finalement, vous allez pouvoir proposer deux hypothèses qui sont totalement indépendantes. La première, ça va être, je suppose, mon hypothèse, c'est que la pepsine travaille à un pH donné, fonctionne de manière optimale à un pH donné, et je vais utiliser les ressources pour trouver ce pH. Et voire même à une température donnée. Ça, c'est mon premier groupe d'hypothèses. Et mon deuxième groupe d'hypothèses, ça va être la catalyse spécifique. Autrement dit, qu'elle agit sur un substrat donné et pas plusieurs. Caractéristiques physiques des solutions d'albumine, de peptides et d'acides aminés. L'albumine est une protéine soluble dans l'eau. La solution obtenue est trouble. Plus elle est concentrée, plus le trouble est important. Les acides aminés et les petits peptides sont solubles dans l'eau et donnent des solutions limpides. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais en fait, la peptide, l'albumine, pardonnez-moi, tac, c'est une protéine. Et donc là, il faut que vous réalisiez un lien avec digestion des protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'albumine, je vais l'entourer ici, tac, je vais le mettre en vert. L'albumine va potentiellement être le albumine égale substrat décidément de la pepsine. Substrat de la pepsine. Les acides aminés, les petits acides aminés et les peptides, sont solubles dans l'eau et donnent des solutions limpides. Alors là, c'est très très important, cet ensemble-là. J'ai essayé de... Ouais, j'ai encadré ce machin-là. Tac, j'aurais dû l'encadrer en violet, tant pis. Donc, je vous mets un petit lien. Une petite flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai de l'albumine seule, la solution égale solution trouble. Et ça, je vais pouvoir le voir à l'œil nu. Alors que quand j'ai albumine digérée, albumine digérée, entre parenthèses, hydrolysée. Hydrolysée en quoi? Hydrolysée en nombreux acides aminés ou peptides, je vais avoir une solution limpide, égale solution limpide.
Donc, j'espère que c'est limpide. J'espère que c'est limpide pour tout le monde. Si je prends de l'albumine, qui est le substrat de la pepsine toute seule, ma solution est trouble. Si je prends de l'albumine avec de la pepsine, si la pepsine fonctionne, elle va découper l'albumine et je vais avoir plein de petits acides aminés et des petits peptides qui, eux, sont solubles. Donc, normalement, visuellement, l'action de la pepsine sur l'albumine va induire que ma solution va passer de l'état trouble à l'état limpide. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? C'est clair? Tout le monde comprend ça? Bon, si vous me dites rien, je suppose que ça va. Matériel biologique. On a de la pepsine à différents pH. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre ce document-là. Valeur du pH dans différents segments du tube digestif. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? J'ai oublié de souligner un truc. Je vais le prendre en violet. Dans l'estomac. Hop, et donc l'estomac, je vais le retrouver dans le document ressources, il est là, et on me dit que le pH est de 2, un pH acide. Donc ça suppose que la pepsine au niveau de l'estomac fonctionne à pH acide et qu'elle est censée agir sur un substrat qui est l'albumine et hydrolyser cette albumine en une solution limpide faite d'acides aminés et de peptides. Donc, on me propose de la pepsine, logique, c'est mon enzyme, à différents pH. Et oui, je vais forcément tester le pH 2 et puis je comparerai à un autre pH. Je m'attends à ce que le pH 2 soit le pH optimum. Solution d'albumine à différents pH, ça paraît logique, puisque vous ne faites varier qu'un seul paramètre à chaque manip. Il faut que votre albumine et votre pepsine soient à pH équivalent pour tester les optima de pH. Solution de petits peptides, ça va être un témoin positif pour vous assurer qu'à l'œil nu, vous êtes capable d'identifier le côté limpide d'une solution. Différentes conditions de température. Alors ça, c'est à vous de savoir que l'organisme, il est à 37 degrés Celsius. Et donc, vous allez pouvoir tester plus froid et plus chaud. Vous pouvez encadrer votre température de référence, qui est le 37 degrés Celsius, grâce à des bains-maries. Différentes conditions de température, donc ça suppose des bains-maries. Autres substrats tels que l'amidon, ça peut être un témoin négatif pour vérifier que votre pepsine, elle est spécifique de l'albumine et pas d'autre chose. Comment je sais que la pepsine agit sur l'albumine? J'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure. Je me suis occupée ici de la phrase introductive. On vous dit que la pepsine, elle digère les protéines. Et on vous dit que l'albumine est une protéine. Donc, on suppose que la pepsine agit sur l'albumine et qu'en la digérant, elle va ainsi permettre l'obtention de plein de petits acides aminés et de petits peptides. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça va? Durée recommandée 10 minutes, stratégie de résolution réaliste. Alors, on peut le faire ensemble si vous voulez. Je vais me placer sur un tableau noir. Tac. Je vais prendre un tableau, paf, un tableau vide. Donc, comme d'habitude, je prends ma règle sur ma feuille de brouillon. Je trace mes 3 colonnes, donc mes 2 traits. J'écris ici le problème. Problème et données du doc ressources. Donc, attention, pour aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Attention, ici, 2 problèmes. 2 problèmes. Le premier, problème 1, c'est quelles sont les conditions optimales de fonctionnement de la pepsine. Je vais juste revenir à la ligne, tac. Fonctionnement de la pepsine. Donc, hypothèse, eh bien, on va mettre une température de 37 degrés Celsius et un pH, on a dit de 2, car, et là, on le justifie dans le doc ressources. Dans le doc ressources, on apprend que l'estomac est à pH 2. Ensuite, autre problème bis, tac, problème 2. Spécificité. Quelle est la spécificité? On va écrire, c'est une question, hein, donc quelle est
la spécificité de la pepsine. Eh bien, hypothèse de ce problème 2, elle agit uniquement sur des protéines. Et je vais faire or doc ressource m'en propose une. Or doc ressource m'en propose une. M'en propose, excusez-moi, m'en propose une. Donc je vais, c'est laquelle? C'est l'albumine. Albumine. Voilà. Ça va pour tout le monde? Tout le monde me suit? Super. Ensuite, deuxième partie de mon raisonnement, comment on l'appelle? C'est ce que je vous écoute ou je parle. C'est pénible hein, d'être toute seule. Alors, je ne sais pas de quelle couleur je vais prendre. Allez, tac. Là, je vais faire comment? Comment je m'y prends? Alors, comment je m'y prends? Pour tester l'hypothèse 1, je pense à quoi tout de suite sur ma feuille de brouillon? Je pense au témoin. Voilà, merci Sacha. Au témoin. Alors, ça va être quoi mon témoin pour mon problème 1? Eh bien, mon témoin 1, ça va être un bain-marie à 37 degrés et un pH... Ah, super, merci Sacha. Un pH 2. Et puis, ce qu'il va falloir faire, c'est rester à 37 degrés si vous voulez tester que le pH. Donc, je vais faire un tube 2 avec 37 degrés si je veux tester le pH, mais un pH, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Hop, mais alors, il ne veut plus écrire. Mais les autres participants veulent maintenir votre vidéo. Ben oui, mais je n'ai pas dit que je ne voulais pas. Mais voilà. Mais un pH, je ne sais pas, à 7 par exemple, et puis un autre à 10, quoi. Pourquoi pas? Ça va être pour tester l'influence du pH. Pour le tube 3, je vais rester à pH 2. pH 2, mais une température, je ne sais pas, de 100 degrés par exemple. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dans le tube témoin, je mets 37 degrés Celsius pH 2. Dans le tube 2, cette fois, je reste à 37, mais je teste le pH, donc je vais tester un pH soit basique, soit neutre. Et dans le tube 3, je reste à pH 2, mais je fais varier la température à 100 degrés Celsius. Donc ça, c'est pour répondre à mes hypothèses concernant les conditions de fonctionnement. Maintenant, sur la spécificité, donc là encore, je fais mon témoin. Tac. Donc, je vais prendre du rouge. Voilà. Donc là, le témoin, c'est quoi? Tac. Donc, le témoin, eh bien, ce sera quoi votre témoin? Qu'est-ce que vous prenez comme témoin? Ou témoin positif? Ouais, ok. Donc, on va prendre albumine toute seule ou pepsine plus albumine? Ok, bah comme vous, oui, je suis d'accord. J'appellerai le témoin positif. Ça marche. Témoin positif, ce sera un tube avec pepsine plus albumine. Et là, vous faites un grand attention. Là, il y a une logique. Vous allez tester en premier les conditions de fonctionnement optimales. Vous vous attendez à ce que ce soit 37 degrés pH 2 et alors c'est à 37 degrés à pH 2 que vous ferez vos témoins. Vous comprenez que vous êtes obligé de faire les manips pour les hypothèses 1 avant de passer à la 2. Ça, c'est très très important parce que sinon, si vous savez pas, si vous ignorez les conditions optimales de fonctionnement, c'est-à-dire température et pH, vous allez être obligé de tester tous les pH et toutes les températures pour albumine plus pepsine, pepsine plus amidon, bref, ça fait beaucoup trop de tubes. Donc, une fois que vous aurez pu conclure là, à l'issue des expériences orange, eh bien là, je mets attention, je reprends mon crayon, tac, il va falloir attester ce témoin-là aux conditions optimales de fonctionnement.
de fonctionnement. Donc, supposément, eh bien, ça sera probablement pH 2 et une température de 37 degrés Celsius. C'est les premières étapes qui vont vous le donner. Ensuite, mon témoin négatif. Il y en a plusieurs. J'aurais tendance à dire que vous pouvez penser à prendre votre pepsine, puisque c'est quand même elle qu'on teste plus, et bien plus de l'amidon. Mais je peux dire aussi qu'un autre témoin, ce serait, et je pense que c'est super important de le faire, ça de l'albumine seule. Albumine seule. Pour vérifier quoi? Pourquoi je prendrais un autre témoin négatif, albumine seule? Vous testez quoi en mettant de l'albumine seule? Dites-moi. Pourquoi je pense à celui-ci? Ouais. Pour tester, on cherche à savoir si on cherche à vérifier que l'hydrolyse de l'albumine n'est pas spontanée. Exactement. Exactement, n'est pas spontanée. Parce que si elle est spontanée, toutes vos manips, elles ne servent à rien. Ça va pour tout le monde, ça? Une fois que j'ai fait ça, comment je m'y prends? Alors oui, pensez quand même à dire il me faudra un bain-marie. Et puis, dans le matériel, je viens de me dire, je vais peut-être me faire une case matériel. Hop, allez, un petit carré en noir, tac. Un petit carré en noir. Le matériel, je vais mettre quoi? Hop, matériel. Eh bien, il va me falloir pas mal de tubes, des tubes à essai. Combien il m'en faut? Il m'en faut le témoin 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, on va dire 7 tubes si je me plante. 7 tubes à essai. Il va me falloir des pastettes ou pasterettes où vous mettez des pipettes et des poires pour faire des volumes équivalents, pour mesurer des volumes équivalents. Donc, pipettes plus poires ou des pasterettes si on veut être très précis, plus poire. Une, ça suffit, une poire. Il me faudra un portoir pour mes tubes à essai. Et puis, portoir, décidément. J'ai pas bu assez de café. Il me faudra un chrono parce que je vais m'assurer que les temps sont équivalents. Chronomètre. Tac. Et puis, je veux aussi forcément 2 trucs importants. Des bains-maries pour 37 et 100 degrés Celsius. Et il me faudrait des bandelettes pH. Bandelettes pH pour mesurer le pH. Ça va, ça pour tout le monde au niveau du matériel? Je pense que je n'ai rien oublié. Alors évidemment, je vais demander des solutions de pepsine, d'albumine en quantité suffisante pour que la réaction puisse se faire. Dernier point, très important à ne pas omettre lors de votre oral, les résultats attendus. Qu'est-ce qui me reste comme couleur? Eh bien, on va faire en vert. Les résultats attendus. Alors, quels sont-ils? À 37 degrés pH 2, eh bien, je m'attends à, donc pour le tube 1, je m'attends à une observation rapide de l'hydrolyse de l'albumine, c'est-à-dire albumine. Très rapidement, le passage, je ne sais plus comment on vous disait, trouble vers limpide. Ensuite, à 37 degrés pH 7, 10, eh bien, j'espère dans le tube 2 que ce sera toujours opaque, toujours trouble. Tube 2, toujours trouble. En gros, on ne sera pas dans l'optimum de fonctionnement de l'enzyme. À 100 degrés, ça c'est sûr. Tube 3, je m'attends à avoir de l'eau trouble. Pour info, la plupart des enzymes, en tout cas celles sur lesquelles vous allez travailler au lycée, elles sont dénaturées à des températures très élevées. 100 degrés Celsius, ça casse les liaisons hydrogènes, ça casse même des ponts disulfure et votre enzyme, elle change de forme et en changeant de forme, elle n'est plus fonctionnelle. Ça, vous le voyez quand vous faites cuire un œuf. Votre œuf, il y a du jaune, mais surtout, il y a le blanc transparent qui est riche en albumine, justement.
en ovalbumine qui sont des protéines, hein. Je vous rappelle que dans l'œuf que vous mangez, si vous voulez manger plein de protéines, c'est dommage, Martial est parti, eh bien, c'est surtout le blanc qu'il faut manger et pas le jaune. Et ce blanc, dès que vous le chauffez, vous augmentez la température, vous le dénaturez et ça se voit macroscopiquement. La protéine du blanc d'œuf, en la chauffant, elle devient opaque, elle a changé de forme et elle s'opacifie. Voilà. Donc, une augmentation de température, 100 degrés Celsius, vous allez dénaturer votre protéine. Donc, vous aurez nécessairement une eau trouble, encore plus trouble que l'albumine toute seule. Pour votre tube témoin, ce tube-là, je m'attends à, ici, comme dans le tube 1, donc même résultat que le tube 1. Blablabla, témoin négatif, pepsine et amidon, et bien là, je m'attends à rien, je m'attends à une coloration bleu encre avec l'eau iodée, autrement dit, l'amidon n'a pas été hydrolysé. Albumine seule, et bien là, je vérifie, je m'attends à observer une eau trouble. Et est-ce que j'ai d'autres choses? Albumine, donc l'hydrolyse n'est pas spontanée. Est-ce que ça va, ça pour tout le monde pour la partie 1? Je peux presque terminer. C'est facile pour aujourd'hui. Je vous avais dit que le TP d'aujourd'hui, il n'était pas bien méchant. Alors, si tout va bien, je reprends mon document. Super. Donc, je reprends ce document-là. Je le reviens dessus. Tac. Je passe à l'étape 2. Je vais juste me permettre de zoomer un peu pour bien voir sur l'écran. Je reprends le pointeur. Mettre en œuvre un protocole de résolution. Vous remarquerez que ça, c'est sur la fiche sujet candidat. C'est la deuxième feuille. On ne vous la donne pas tout de suite. Et là, vous découvrez qu'en fait, on vous impose des pH, des températures et un substrat spécifique. Donc, en fait, on vous guide. Même si dans la première étape, vous n'avez pas pensé à tout ça, vous pouvez quand même avoir si votre démarche, elle est rigoureuse et cohérente. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, mettre en œuvre le protocole qui va permettre de vérifier que le pH il est optimal pour la pepsine stomacale, il est de 2, que la température optimale du fonctionnement de la pepsine, c'est 37 degrés Celsius, et que le substrat spécifique de la pepsine, c'est de l'albumine et pas de l'amidon. Présentez les résultats pour les communiquer sous la forme de votre choix. Là, soit vous pouvez, si vous n'êtes pas mauvais en dessin, ce qui est joli avec des crayons de couleur, c'est de dessiner des tubes à essai et de montrer le côté trouble ou pas, la coloration avec de l'eau iodée ou pas. Toujours, j'ai envie de dire, sous la forme d'un tableau pour comparer la composition des tubes à essai et les résultats observés, le contenu et le résultat. Vous pourriez par exemple faire une ligne à T0 et une ligne à T égale 10 minutes pour voir s'il y a eu hydrolyse ou pas de l'albumine. Je pense que c'est pas mal dans ce type de tableau à double entrée. Exploiter les résultats, ça c'est facile, on constate, on sait, on déduit. Donc, la fiche protocole candidat, typiquement pour ce genre de manip, elle est assez complète, elle est assez dense en termes de lecture. Donc ça, ce sont des ECE qui sont un peu stressantes d'un point de vue gestion du temps et gestion d'appareillage parce que vous l'aurez compris, vous avez plein de tubes à essai. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Préparer 3 tubes contenant 2,5 ml de solution d'albumine à pH 2 et 5 ml d'eau distillée. Un deuxième tube avec 2,5 ml d'albumine à pH 2 toujours. Et cette fois-ci, vous rajoutez 5 ml de pepsine. Donc, en fait, là, vous mettez l'albumine seule, c'est votre témoin négatif. Là, vous mettez l'albumine toujours à pH 2, mais avec la pepsine toujours à pH 2. Ça va être votre témoin positif. Et là, on est toujours avec un volume total de 2,5 plus 5, c'est-à-dire 7,5 ml, dont 2,5 ml d'albumine et 5 ml de pepsine. Cette fois, les deux étant à pH 7, vous testez le pH optimal, est-ce que c'est 2 ou 7? Et donc, vous allez obtenir en 10 minutes à 37 degrés, vous verrez que la solution passe de l'état trouble à limpide dans le deuxième tube à essai, ce qui n'est pas le cas dans le premier et dans le troisième tube. Donc ça, c'est une première série, ça prend 10 minutes, c'est très long. Deuxième série, encore 10 minutes. Cette fois, vous allez vérifier le pH optimal à 37 degrés. À chaque température, donc vous allez en tester 3, 0, 37 et 100. Vous préparez un seul tube.
Vous restez au pH 2 et vous comprenez pourquoi, vous venez de le mettre en évidence ici, c'est le pH optimal. Donc à pH 2, vous allez faire 3 tubes à essai avec 2,5 ml d'albumine et 5 ml de pepsine et vous allez tester à 0, 37 et 10 et 10 minutes plus tard, vous constaterez quoi? Que la limpidité ne s'observe que dans le tube à essai à pH 37. Enfin, dernière série de manip, on veut vérifier la spécificité de la pepsine pour son substrat, l'albumine. Et donc là, on vous propose 2 tubes à essai. On en avait parlé dans notre stratégie de résolution. On se met à 37 degrés. On attend 10 minutes. C'est comparable avec les 2 premières séries d'expérience. On se met à un pH de 2 et on compare. C'est que dans quel tube qu'on observe SVP, j'ai pas très bien. Attendez, il faut que je reprenne. Alors, la question, c'est dans quel tube qu'on observe SVP? J'ai pas très bien entendu. Alors, ok, je vous l'écris sur la feuille. Donc, je vais écrire, je vais mettre, hop, je vais souligner en rouge. En rouge, ça va être tube avec résultat positif. Autrement dit, quand ça devient limpide, c'est-à-dire limpide. Quand est-ce que ça marche? Limpide. Alors, quand est-ce que j'ai un résultat limpide? Et dans la première série d'expériences, ce sera quand je suis à pH 2 avec albumine et pepsine. Autrement dit, ça va être celui-ci. J'ai super mal dessiné. Je vais vous mettre un petit plus. Ce sera plus propre. Hop. C'est ce tube-là. Attendez, hein, est-ce que c'est bien en face? Ok, ça va, c'est le tube numéro 2. Ensuite, pour la deuxième série, où est-ce que je vais avoir de la limpidité? Où est-ce que ça va fonctionner? Je reprends mon stylo. Hop, c'est ici. Là, j'aurai du plus à 37 degrés. Alors qu'à 0, ça ne fonctionne pas. En fait, à 0, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, vous limitez l'agitation moléculaire et votre enzyme, elle est un peu figée dans son tube à essai. Elle ne peut pas avoir le substrat qui est aussi figé. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est négatif. Et à 100 degrés Celsius, c'est mon blanc d'œuf que je fais chauffer. Il y a une dénaturation de la protéine. Tac, donc à 100 degrés Celsius, c'est aussi négatif. Il n'y aura rien. Votre protéine, elle n'a plus la même forme, elle a été dénaturée. Si elle a cette forme-là, elle ne peut pas accueillir le substrat. Donc là, c'est le tube du milieu où vous allez avoir un résultat positif. Et enfin, la dernière série d'expériences, je teste la spécificité de la pepsine pour le substrat albumine, ok. Et donc du coup, je prends mon stylo. Où est-ce que je vais avoir un résultat positif? Eh bien, uniquement si je mets de l'albumine avec la pepsine. Alors que si je mets de l'amidon, l'amidon, il est hydrolysé par l'amylase, pas par la pepsine. Hein. L'amidon, c'est un polymère de glucose, c'est un glucide complexe. Il n'est pas c'est donc pas une protéine, donc ce n'est pas digéré par la
Allô. Allô, Allô. ça va bien? Bonjour. Salut. Salut. Bon, petit Donc, problème. comme on là disait, afin de vérifier que la La- pepsine digère les protéines. L'albumine. Madame, vous êtes Ouais, là. man. Mais Anis, elle est pas là, genre, elle a Non, mais en quitté fait, la session. sa caméra, il y a eu le symbole déchargé, je pense. Mais elle a déco, elle a perdu. Ouais, elle a perdu la connexion, elle est partie. Elle reviendra plus. Chacun son chemin, on s'en va. Chacun son chemin. Quoi? Ça me voit. Oh, C'est mec! quelqu'un qui me voit ou pas? Waouh. Oh, Waouh. oh, Oh, Martial, la famille, oh! Hey, Martial. oh, voilà. Vous êtes où, voilà? Je me fais chier, ouais. Et alors? Wow! Allez, oh, monte ta cam. Wow. Oh, c'est quoi cette webcam? C'est un truc grand. Aujourd'hui, un podcast sur les toilettes. Moi, je peux faire des vlogs, man. Oh non, putain, elle va revenir à ce moment-là. Il peut y avoir qu'une cam à la fois. Bah, je pense, vas-y, Ça tout le doit monde être a comme Skype. accès, Eh, on peut tous mettre notre cam, genre? Bah, je pense, ouais. Allez, c'est qui part. Attends, Léo. Je te rejoins. Vas-y, rejoins-moi. Mais là, je suis en grand écran sur vos écrans. Bah, c'est à nous de choisir. Bah, en fait, Faut faire ton lit, Léo. mais j'aurais pu me choisir moi. Ah, Putain, ouais, Léo, le lit. Non. Léo, t'es beau. Là. Merci, mec. Ça fait plaisir. Il ou pas? Ah, Martial. Oh, il est beau. Non, mais je pense qu'il peut y avoir qu'une cam à la fois. Hein, parce que. Bah, en fait, c'est genre quand tu parles, c'est ta caméra qui arrive. Ah, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Active ta caméra, Guillaume. Ah, gros, moi je suis en caleçon là, tu vas rien voir. Oh non. Rest in peace. Anis qui dit activer son micro. Mais attends. Mais du coup, tous les autres, genre juste, ils nous regardent et ils disent rien. Mais Ça, c'est ok. Je pense qu'ils sont barrés. Hein. Oui. Ah non, Ça, c'est marrant, ça, Sacha. Aïe. Exactement. Non, putain. Ça fait plaisir quand même. On essaie de vous divertir en attendant le retour de Madame Dallène. Voilà. Ouais. J'ai une blague. Si vous aimez, on a un compte Tipeee. Oh, une blague. Une blague. Une devinette. Vas-y. Qu'est-ce qu'un chien? Patte avant et sans patte arrière. Une saucisse. C'est ça. Ah putain, trop fort. Ouah, trop fort. Ouais, trop bien. Quand la prof elle va arriver, vous allez tous couper vos trucs. Oh non. On va partir. Alerte rouge. Oh. Du coup, matériel disponible et protocole d'utilisation du matériel. Du coup, on va faire une petite manipulation. Alors, C'est vrai, on peut afficher le cours en plus. Oui. Trop bien. Alors, sortie de essai. Donc, afin de vérifier si la peptine, je sais pas ce que c'est, j'ai pas suivi, mais ouais, je suis d'accord. L'albumine. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Faudrait peut-être lui envoyer un message, non? On va envoyer lui un message sur. Non. WhatsApp. Ah, Sacha Non. veut pas. Mais ça, elle continue un parcours, elle sait pas. Elle a pas envie. C'est trop, elle fait cours toute seule, ouais. Non, Ouais, j'avoue. Alan filme. Ah non, putain, elle est sur le replay. Non, coupez tout. Non. Non mais faudrait peut-être la gros doigt Martial. Ouais. Ouais, tricky.
vais avoir ma grosse tête d'un coup. Là. Chambre privée. Mais pourquoi ta caméra elle est en mode portrait, Martial? Tout d'un coup, il n'y a plus personne, hein, Léo? Bah oui. Bah oui. Ah, Léo, Sur ça le va faire replay, ses hein, couilles. voilà. Je suis là. Oh, bonjour Bonjour. madame. Bonjour, Madame. Oh, On c'est faisait bon. le cours à votre place, madame. Oh, ça c'est fait un peu bien. court. Merci. Bon, j'ai tout perdu mon Wi-Fi là. C'est la catastrophe à la maison. Ah non, trop triste. C'est pas Oh mon grave. Dieu. Je me suis mise en 4G sur mon portable. Ça va encore fonctionner un petit moment. On verra bien. Tant pis. Bon, bah, on vous laisse reprendre. Orange, Non, je mais laisse. sans Wi-Fi, là, je vais pas tenir longtemps de confinement, quoi. Il faut absolument que ça marche. Ah oui, vraiment c'est grave. en Ça. 4G, quoi. Oh mon Dieu. Bon. Sinon, ça va? C'est bon, Ça vous avez va. pu récupérer. Je sais même pas si je vous ai mis tac, tac. Là, c'est bon. Vous avez encore accès. Bon, tant que ça marche, mon truc, je finis. Ce TP, il est facile. C'est clair pour tout le monde. Il est un peu ambigu. Alors, juste, l'année dernière, quand je l'ai fait, vous vous rendez compte qu'il y a 30 minutes de manip là. C'est ingérable en 1 heure de CE. C'est évident ça pour tout le monde ou pas? Oui. Ok, donc en fait, c'est une fausse CE. C'est une CE bidouillée. Ça peut pas, vous ne pouvez pas avoir toutes ces manips-là. Ça va pour tous? Soit on vous fera tester le pH optimal, soit on vous fera tester la température optimale, soit on vous fera tester la spécificité de substrat, mais pas les trois en même temps. Ce serait trop lourd en termes de manip. C'est bon? Ça va? Alors, si ça va pour tous, on finit sur un truc. Il y a des questions? Génial, merci. Non, ça va pas. Dites-moi, pas bien. Non, il n'y a pas de question. Ok. Alors, les événements de Heinrich. Si, pas de question. Super, merci. Alors, c'est un sujet, c'est le sujet que je voulais vous donner. J'avais prévu une évaluation, je crois que c'était mardi dernier ou ça aurait pu être cette semaine, sur le TP, sur le thème de. Je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu le temps de le regarder? Il n'est pas sympa ce sujet-là. En même temps, il n'est pas non plus très, très méchant. Donc, je vais faire quelques petites notations sur le doc. Surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des remarques, soit par le micro, soit par le chat, comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit. On n'est pas nombreux. Vous n'êtes que 15 en SP là. Donc, vous pouvez mettre votre micro et ça ne me pose aucun souci. Hein. C'est quand j'ai des classes plus nombreuses où ça peut être compliqué. Mais là, au contraire, n'hésitez pas plutôt que d'écrire si vous préférez prendre la parole. Alors, ok. Atmosphère, hydrosphère, climat du passé à l'avenir. Les événements de Heinrich sont caractérisés par l'apparition en domaine océanique profond de sédiments glaciaires grossiers. Ces événements se sont répétés entre moins 60 000 et moins 10 000 ans. À partir des infos issues des documents et de vos connaissances, on est bien dans un 2-2, donc pensez à restituer des connaissances quand vous en avez. Justifier le scénario proposé par les scientifiques dans le document de référence. Donc ça, c'est original dans la formulation, mais en fait, le document de référence, il faut que vous, sur un papier brouillon, il faut que vous compreniez le scénario proposé par les scientifiques. Alors, de quel scénario s'agit-il? On vous dit que les scientifiques ont construit la théorie suivante. Les événements de Heinrich correspondent à un réchauffement des zones nord-américaines et arctiques. Donc, je vais prendre un stylo rouge. Tac. Pour réchauffement. Allez, orange pour réchauffement. Et donc, on me dit que je dois prouver un réchauffement dans les zones américaines et arctiques. Ok. Ce réchauffement entraîne une débâcle dans le nord de l'Atlantique. Alors, une débâcle, vous est défini par la suite, hein, ce n'est pas un terme que vous êtes censé maîtriser. C'est une libération en mer d'un grand nombre d'icebergs par les glaciers alors présents au Canada. En gros, comme ça se réchauffe, vous libérez des gros morceaux de glace qui vont ensuite être transportés par l'océan. Ces icebergs entraînés par les courants océaniques provoquent un refroidissement général. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça qui est compliqué dans ce sujet, c'est que vous avez deux choses à démontrer qui sont opposées. Vous avez, il est sur votre site? Non, Sacha, je vous l'ai envoyé sur le WhatsApp, je vous l'ai envoyé par c'est tout, mais je peux vous le renvoyer sur le WhatsApp et je peux vous l'envoyer sur le Slack.
avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler, mais c'est un partage de doc normalement aussi, le Slack, donc je vais regarder si je peux vous le déposer aussi, parce que peut-être qu'avec votre portable, c'est compliqué de récupérer le doc. Et si ça va toujours pas, vous m'envoyez un mail et je vous réponds en faisant une copie du sujet et du corrigé, d'accord? Donc, il y a plusieurs outils. Je le mets pas sur le site. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sujet officiel et que mon corrigé, il n'est pas officiel et que j'ai pas envie de me retrouver avec des collègues pas super sympas qui pourraient me dire vous racontez n'importe quoi, faites-moi confiance, je raconte pas n'importe quoi, l'erreur est humaine, je peux faire des erreurs, c'est vrai. Mais donc, je préfère que je vous distribue le sujet à vous et que je ne le publie pas puisque le site est public. Donc, je vais prouver deux choses, un réchauffement dans la partie nord-américaine et arctique et un refroidissement en Europe. Ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, ce qui est compliqué, et là, j'aurais besoin de deux surligneurs. Un je vais surligner tout ce qui me prouve un réchauffement et avec une autre couleur, je vais surligner tout ce qui prouve un refroidissement et j'aurai bien en tête que ce sont des localisations différentes. Un réchauffement dans la partie arctique, nord-canadienne, nord-américaine et un refroidissement en Europe. Et donc ici, les événements de Heinrich, vous en avez 5. Avec les dates BP, alors ça, je ne vous l'ai pas démontré. Si vous ignorez ce terme, ce n'est pas très grave, c'est de l'anglais. B, c'est pour before et P, present. Donc, avant le présent. C'est traduit ici. BP, ça veut dire avant le présent et présent, c'est 1950 pour un géologue. Donc, évolution du delta 18 dans les glaces de la station Gibbs au Groenland, à Groenland. Donc, je vais prendre le stylo. Ah oui, mince, c'est vrai que j'ai déconnecté mon truc. Je vais prendre stylo jaune, puisqu'on a orange, parce qu'on a dit Groenland, c'est là où je dois avoir un réchauffement. Donc, Groenland, je dois raisonner en réchauffement. Courbe de référence. Alors, c'est là où je vous avais dit Zen pour le delta O18. Bien que j'ai bien appris mon cours et que je sais que le delta O18 de la glace, quand il diminue, le delta O18 de la glace qui est déjà très négatif, quand il devient encore plus négatif, c'est un refroidissement et quand il augmente, c'est un réchauffement. Regardez, ça vous est rappelé ici. Vous avez le delta O18 en fonction de la température. Dans le cas de la glace, je constate quoi? Je constate que un delta O18 qui augmente, qui va de moins 40 pour 1000 à moins 10 pour 1000, correspond à une augmentation de la température globale, donc à un réchauffement. Donc, je regarde ici, j'ai bien l'axe des abscisses qui est ordonné dans le bon sens et je vous rappelle que globalement, quand le delta O18 comme ça diminue progressivement, on commence vers des temps très anciens. On lit de moins 27 000 ans à moins 15 000 ans. Donc là, je vois quoi? De moins 27 000 ans à moins 25 000 ans, mon delta O18 au niveau du Groenland ne fait que diminuer. J'ai donc un refroidissement. Là, par contre, c'est ça qui m'intéresse. Je vais essayer de le noter avec un stylo orange. Ici, paf, j'ai un réchauffement. Qu'est-ce qui me le prouve? On rappelle 1000 ans à peu près. Je suis passée de moins 42 pour 1000 à moins 38,5 pour 1000, autrement dit, moins 42 pour 1000, je suis passée d'à peu près moins 40 degrés Celsius à, on a dit combien, moins 38, tac, à peu près moins 30 degrés Celsius. J'ai un réchauffement. Donc là, et je vous rappelle que le réchauffement, par des systèmes de rétroaction positive, c'est toujours plus rapide qu'un refroidissement. Je ne sais pas si vous vous souvenez le cours qu'on avait fait ensemble. Donc là, vers à peu près 23 000 ans, j'ai un réchauffement. Et là, je suis super contente parce que ça correspond à H2, 23 000. Donc là, je suis bien au Groenland face à l'événement de Heinrich H2. Je vais l'écrire ici, tac, H2. Hop, réchauffement dans le Groenland. Et je peux même en trouver un autre. Regardez vers moins 15 000 ans. Je vais reprendre ma règle. Tac, ici. Je vois aussi, paf, un réchauffement. Moins fort. Mais on est à moins 15 000 ans et là, on est content. Moins 15 000 ans, c'est H1. Donc, je prends mon stylo orange. Là, j'ai l'événement de Heinrich H1 ici, à moins 15 000. Ça va pour tout le monde. Donc, sur ce document-là, déjà, je peux aller en faveur du scénario des scientifiques qui est un réchauffement observé au Groenland il y a moins 23 000 ans, un peu avant 23 000 ans et un peu avant 15 000 ans. Donc là, je mets en évidence Heinrich H2 et Heinrich H1.
Ça va pour tous. Je pense à mes valeurs significatives, c'est-à-dire que je prends ma règle ici. Tac, je me place à moins 42 pour 1000, on est globalement là. Tac, donc à moins 42 pour 1000, je suis à des températures inférieures à 40 degrés Celsius. Et ici, on arrive à moins 38 pour 1000, donc tac, je suis à peu près, là j'exagère, allez, 38 pour 1000, je suis à peu près là, je reprends ma règle. Il veut pas, tac, hop là, voilà. J'ai augmenté de presque 10 degrés Celsius, hein, c'est pas négligeable. Donc là, je suis dans le document 1 et je prouve un réchauffement dans la partie nord. Document 2, débâcle d'iceberg. Lors de sa progression sur le socle, le glacier arrache et transporte les éléments rocheux grossiers. Donc, tac, le glacier, il descend comme ça, avec la pente. Et avec le réchauffement, on emporte des morceaux de glace qui contiennent des petites roches qui vont se déposer au fond de l'océan. Donc, les petites roches, c'est celles de ce socle-là qui vont se retrouver plus loin au fond de l'océan. Donc, le 2, c'est juste pour vous montrer, pour illustrer la notion de débâcle. Ensuite, le doc 3, diagramme néodyme en fonction du rapport plomb, c'est celui-ci qui est compliqué. Mince, excusez-moi, j'avais trop zoomé, je le cherchais. Voilà. Alors, celui-là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, il est un peu méchant. Donc, comment le comprendre? Alors, comment je le comprends, ce diagramme-là? Vous avez diagramme du pourcentage en fait en néodyme, c'est pas en pourcentage d'ailleurs, en fonction d'un rapport plomb 206 sur plomb 204. Et en fait, ça, ce sont des marqueurs typiques de certaines roches. En fait, ils vous disent que le diagramme qui donne le epsilon néodyme en fonction du rapport plomb 206 sur plomb 204 permet de distinguer des roches. Les roches issues d'un même magma originel auront des signatures proches dans ce diagramme. Là, on est sur un socle roches magmatiques. Donc, on arrache des roches magmatiques qui sont marquées par des rapports, des valeurs de néodyme et de plomb de 206 sur 204. Vous avez une petite carte ici qui vous localise la baie d'Hudson qui est dans cette partie-là et plus au nord encore, la baie de Cumberland. D'accord? Et le Groenland est ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la géographie du lieu. Et donc là, vous avez ces rapports. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Les petites taches noires rondes sont des roches prélevées sur les rives de la baie de Cumberland. Donc, je constate quoi? Que ces points noirs là, ils ont tous le même rapport de néodyme qui est de moins 29. Et ils ont des rapports plomb 206 sur plomb 204 compris entre 16 et 17. Les roches prélevées sur les rives de la baie d'Hudson, ils ont aussi des rapports en néodyme très faibles, inférieurs à moins 28, mais par contre des rapports en plomb un peu plus élevés, 18 et 19. Les sédiments de l'événement H2. Donc H2, si je reprends le doc de référence, H2 c'est cité à moins 23 000 ans. Donc on avait prouvé un réchauffement dans le Groenland. On regarde. H2, si je regarde les marqueurs, les traces, là, les rapports, H2 ce sont les losanges. Eh bien H2, on est dans cette zone-là. Alors c'est là où il faut avoir une vision d'ensemble. Je vais prendre un cercle. Et je vais prendre un cercle orange parce que je suis dans le réchauffement, on est dans le nord. Eh bien, H2, ces sédiments-là, ils sont plutôt dans cette zone-là. OK. Et les triangles, on vous dit que les triangles ne correspondent pas à l'événement H2. Eh bien là, vous constatez quoi? Que les triangles blancs sont plutôt dans une zone très très proche en termes de rapport de les roches prélevées, excusez-moi, dans la baie d'Hudson. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prouvez que au moment de l'événement H2, les glaciers, lors de leur débâcle, qui ont emporté des petits morceaux du socle, eh bien, ils ont arraché des morceaux plutôt de la baie d'Hudson et un petit peu moins de la baie de Cumberland. Mais en tout cas, les rapports isotopiques là, du plomb 206 sur le plomb 204 sont relativement proches de ceux enregistrés pour le socle de la baie d'Hudson. Donc, votre conclusion, c'est que lors de la débâcle des icebergs, les petits morceaux rocheux qui sont se déposés au fond des océans proviennent bien du nord du Canada, voire du sud du Groenland. Est-ce que ça va, ça, pour tout le monde? Il est compliqué, ce document-là.
Les derniers documents sont beaucoup plus simples. Quantité relative de pollen dans des couches correspondant à des événements de Heinrich, des forages réalisés au Portugal. Alors, à vous de savoir que le Portugal, c'est en Europe, et que là, on va prouver qu'il y a eu… Ah, mince, j'ai pas pris le bon truc, je vais gommer. Qu'il y a eu un refroidissement. Paf! Donne accès à des pollens continentaux fossilisés dans les couches correspondant aux événements de Heinrich. Je constate quoi? Pour l'événement H3, quand je regarde les ratios de pollen, donc là, vous avez les pourcentages de pollen totaux, d'accord? Donc là, c'est 40, 60 et puis évidemment. Donc là, je vois quoi? Les pollens de chêne, noisetier et pin, lors de cet événement-là, sont plutôt plus faibles que ceux de Chénopodiacées, armoises et graminées. Donc, il semblerait que pendant l'événement H3, on ait davantage de graminées, de Chénopodiacées. Chénopode, c'est l'épinard, d'accord? Armoise, tout ça, on va vous expliquer dans le dernier document ce que ça représente en termes de climat, alors que le chêne et le noisetier devient plus faible. J'ai la même remarque pour H4, c'est bien marqué ici, j'ai plus de 60% de graminées, de chénopodes et d'armoises contre évidemment moins de 40% de chêne et de noisetier. Et la même chose encore pour H5. Or, on vous explique que chêne et noisetier et pin, c'est plutôt une température moyenne. On les avait vus, les grains de pollen avec une CE. Alors que les chénopodiacées, armoires et graminées, c'est plutôt l'armoise, des températures basses et moyennes. Donc là, vous concluez que en Espagne, grâce à ces diagrammes polliniques, l'enregistrement des grains de pollen, on a en H5, H4 et H3 plutôt un refroidissement climatique lié nécessairement à un réchauffement dans la zone plus au nord, ici particulièrement la baie d'Hudson, qui induit une débâcle, des morceaux du socle ici qui vont se retrouver au fond. Et ce réchauffement, vous le prouvez, entre autres, grâce au delta O18 des glaces enregistrées au Groenland. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce document-là? Juste, je vous montre un petit truc et puis on aura fini. J'ai toujours peur maintenant de perdre ma connexion. Alors, le corriger, je vous l'ai mis là, tac, le voilà. Hop, voilà. Donc, sur 5 points, je vous rappelle qu'un 2-2, c'est sur 5 points. Qu'est-ce que je vous ai mis? Le plan, les indices d'un réchauffement des zones nord-américaines et arctiques, les indices d'une débâcle dans le nord de l'Atlantique et en 3, la mise en évidence de refroidissement général en Europe. Donc, en grand 1, qu'est-ce qui me prouve qu'il y a eu un réchauffement? Eh bien, dans le doc 1, normalement, j'ai vu H1 et H2, je les ai repérés. J'ai montré que, et vous lisez bien le document dans le bon sens, vous voyez qu'avant 23 000 ans, on a un réchauffement avec une augmentation du delta O18 et j'ai pensé à citer une valeur significative. Ça veut dire que je passe de moins 42 degrés Celsius à moins 32 degrés Celsius. J'ai bien un réchauffement et même remarque pour H1. Est-ce que ça, c'est clair pour tous? J'ai pensé aux valeurs significatives, aussi bien du delta O18 que de la température. Et donc, je conclus un réchauffement au Groenland il y a 23 000 ans et il y a 15 000 ans. Puisqu'il y a réchauffement et que je sais que le Groenland est recouvert de glace, alors, transition, je vais pouvoir expliquer une débâcle. Et je vais prouver d'où a lieu cette débâcle grâce à un traceur avec les isotopes, les radioisotopes plomb et les rapports néodymes. Et je prouve, grâce à cette signature isotopique, que les glaciers qui ont fondu venaient de la partie nord canadienne, particulièrement la baie d'Hudson. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, des bacs validés plutôt concernant la zone canadienne. Enfin, je prouve qu'il y a eu un refroidissement en Europe grâce au document 4 et les diagrammes polliniques, où je cite des valeurs significatives. Il y a, lors des événements H3, H4, H5, il y a plus de 50%, je dirais même plus que 40, 50% de pollen de chénopodiacées, d'armoises et de graminées, ce qui est corrélable à une température basse, voire moyenne. Alors qu'en dehors des événements de Heinrich, on a plutôt du pin, du chêne surtout et du noisetier qui, eux, sont des marqueurs de température modérée. Donc, refroidissement global de l'Europe. Conclure, l'événement de Heinrich, les scénarios proposés par les scientifiques,
c'est bien un réchauffement des zones nord-américaines et arctiques qui induit une fonte des glaciers, qui du coup induisent une eau de mer froide dans l'océan. Et cet océan qui va se refroidir va induire